la présidente d'une association qui s'appelle Prochic, une association montpelliéraine, qui lutte contre l'obésité, qui aide les personnes victimes d'obésité. Donc Muriel, de profession, elle appartient au corps judiciaire, elle est juge. Puis elle a décidé de créer cette association quand OB Santé a fermé. Elle a eu une prise de conscience pour éviter d'abandonner les gens victimes d'obésité. Elle a créé sa structure. Et donc à ma gauche, nous avons Béatrix Lambertier. Donc elle est consultante en obésité, donc elle a un DU en victimologie, un DU en éthique et plusieurs DU en nutrition, dont un qu'elle a eu à Montpellier, et donc elle forme les futurs professionnels de la nutrition et de la santé à avoir une meilleure prise en charge pour les personnes victimes d'obésité. Voilà, donc du coup on va parler du parcours de soins de l'obésité, etc. Donc on a préparé quelques questions. Donc du coup, j'ai commencé par vous, Muriel. D'après vous, quelle est la proportion en termes de responsabilité de la société et de l'individu vis-à-vis de l'obésité? Alors, en ce qui concerne l'obésité, on devient obèse à partir du moment où on a un surpoids, comme l'expliquait le docteur tout à l'heure, au-dessus d'un indice. Et ce surpoids, il est, comme vous pouvez le voir, on le voit. On le voit. Aujourd'hui, toute personne qui me voit, me regarde, voit que j'ai un indice très élevé. Donc, je suis en obésité morbide, sévère. Je lutte tous les jours et c'est pas facile. C'est pas facile parce que, en fait, pour gérer cette obésité, il faudrait que je sois milliardaire aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez voir un médecin, vous allez parler de votre maladie, il va en connaître plus ou moins le problème, sauf que cette pathologie qui est l'obésité, et toutes les pathologies qui s'en résultent de toute façon, il ne connaît pas. Comme il disait tout à l'heure le docteur, c'est 2 heures sur toute son parcours d'éducation, il a eu 2 heures. Donc vous pensez bien que 2 heures d'éducation de l'obésité, le médecin traitant, si de lui-même il ne fait pas l'effort de regarder, de s'en renseigner, d'étudier par lui-même, il ne connaît rien. Donc maintenant, à nous de faire évoluer les choses. Et voilà aujourd'hui où on en est où on a de plus en plus d'obésité. Aujourd'hui, il y a de la malbouffe partout, vous voyez plein de fast-food partout. Des bons restaurants, il y en a beaucoup moins. Des restaurants qui vous donnent de la nourriture saine, il y en a. Mais 1/10 en fonction des fast-foods que vous trouvez partout. Les enfants, au biberon, c'est du soda. C'est à 4 heures des gâteaux. Et voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui on en est là. Voilà. Béatrix? Oui. Alors, pour la question de la responsabilité, je pense, il semblerait, d'après les études, qu'elle soit 95% environnementale. Et sur 2 volets, d'abord il y a la question de la pollution et des perturbateurs endocriniens qui sont très très importants. Il y a une tribune du CIS, le collectif interassociatif de santé environnementale, qui a sorti il y a 1 an une étude qui montrait que l'absorption de certains polluants entraînait, on a testé sur les souris, mais entraînait que l'obésité pouvait se développer à la 3e génération, alors que la 2e et la 3e n'avaient pas été affectées par ces polluants directement, mais uniquement par la transmission de la mère à l'enfant, si je puis dire, c'est le son de souris, excusez-moi. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très très important, c'est dans l'air que nous respirons, c'est dans ce que nous mangeons, c'est dans tout, dans les emballages, etc. Et il y a un autre aspect, c'est la sédentarité dans laquelle nous vivons tous. Ça ne concerne pas que les personnes qui vivent avec l'obésité, simplement ça se voit plus chez elles.
Parce que on se rappelle que nous descendons des fameux chasseurs-cueilleurs qui passaient des journées à galoper pour essayer d'attraper quelque chose à manger, et que nous aujourd'hui on va au supermarché en voiture. Ah, ça fait quand même une différence extrêmement importante. Entre-temps, bien sûr qu'on est passé par la période notamment de la guerre. On dit que notre nourriture a évolué, a changé à partir de la guerre de 14, mais je pense que c'est après la guerre de 40, les années 50, que ça a beaucoup changé. Beaucoup de choses ont changé en fait. Et donc, à cette époque-là, on allait encore travailler plus ou moins à pied ou à bicyclette, ou l'école, pareil, il y a des enfants qui font des kilomètres à pied pour aller à l'école. Et là, c'est fini en fait. Donc, il y a ce changement très très important dans nos rythmes de vie qui ont forcément un impact, et ça c'est nécessairement l'évolution de la société, ça ne peut pas être mis sur le compte de l'individu lui-même. Et puis il y a une autre dimension de cet aspect sociétal, c'est que nous sommes dans un monde d'image, d'apparence, et que donc beaucoup d'efforts sont faits pour conserver une apparence conforme à la moyenne. Et donc ça entraîne une pression très très importante. On a vu tout à l'heure les chiffres qu'a présenté Dr Bonnet, qu'il y a 47% de personnes qui vivent en surpoids et en obésité, 17 pour l'obésité, 30 pour le surpoids. Savez-vous combien de personnes sont au régime? 75 à 80%. Donc ça dit quand même des choses de la pression subie et de l'effort que déploient ces personnes pour essayer de maintenir une image conforme au schéma et au standard. Et il faut savoir que ce comportement-là, de se mettre au régime quand ça n'est pas nécessaire, ça entraîne des troubles alimentaires. Forcément. Parce que si on ne mange pas en écoutant ses besoins, c'est comme le bébé. À l'origine, un sort devant de sa mère, hop, le sein, voilà. Et après, on passe au biberon, etc., etc. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont on nourrit son bébé, il y a un moment où c'est fini, il ne peut plus. Et c'est pas la peine d'essayer de lui redonner une goutte de plus. Donc il a un système qui fonctionne merveilleusement. La difficulté, c'est que nous pervertissons le système. Alors on ne le fait pas dans le but de pervertir, mais simplement parce que plein de raisons, y compris dans notre éducation, nous font ne plus écouter nos signaux. Et donc voilà, cumuler un monde d'abondance, hein, et là ça donne les chiffres qu'on a. Très bien. Du coup, on va poursuivre, Muriel. Donc du coup, je voulais savoir, donc l'obésité, donc on a tous compris, on sait tous ici que c'est une maladie chronique et qu'il y a plusieurs facteurs. D'après vous, du coup, Muriel, est-ce que tous les facteurs ont-ils été identifiés? Est-ce qu'ils sont tous pris en compte dans le traitement? Non, pour ma part, j'ai un problème génétique, c'est-à-dire qu'on est 5 générations, tous en obésité morbide. Et depuis ma jeunesse, j'ai fait des dispensaires, on m'a donné des médicaments comme du Tinatel, qu'on a arrêté, de l'isomérique, qu'on a arrêté. Depuis l'âge de 3 ans à peu près, on m'a mis dans différents régimes. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé au niveau des régimes. Alors j'en perdais, mais j'en reprenais à chaque fois le double. J'ai tout fait, j'ai absolument tout fait. Il n'y a pas un régime que je n'ai pas essayé dans ma vie. Et faute de constater que ça ne marche pas. Quand est-ce qu'on m'a dit qu'en fait, non, il ne faut pas faire de régime, il faut juste apprendre à s'alimenter? Quand est-ce qu'on me l'a dit? Il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 2 ans. Alors, est-ce que c'est l'évolution? Est-ce que... Peu importe, en tous les cas, aujourd'hui, on nous dit apprenez à vous alimenter, apprenez à faire ce qu'il faut au niveau nourriture, sport. Alors aujourd'hui, je sais que juste nourriture et sport, maintenant ça ne fonctionne plus parce que mon corps est ce qu'il est et que ça ne suffit plus. Mais si on m'avait mis en garde avant, ça aurait pu marcher et aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si nutritionnistes, diététiciens, endocrinologues arrêtent de donner des régimes stupides, et ben aujourd'hui, les petits jeunes qui ont des petits problèmes de poids, on leur dit, voilà, vous avez 3-4 kilos, mais que vous allez avoir... on sait qu'un garçon jusqu'à 18-19 ans, une femme jusqu'à 21 ans, le corps change, etc.
juste adapter son alimentation sans tout lui retirer, en lui faisant des frénésies de manque, parce que imaginez-vous pendant 2 ans, on vous enlève tout ce qui est sucré, tout ce que vous aimez en fait. Et au bout d'un moment, ben, il y en a marre. Et tout ce qu'on vous a supprimé pendant ces 2 ans, et ben, vous allez faire que ça. Ça devient de l'obsession. Et en fait, qu'est-ce qui arrive? Ben, vous reprenez tout, voire le plus, des fois 2, 3 fois plus. Donc ça marche pas. Vous voulez rebondir, Béatrix? 2-3 choses, parce que Muriel a dit beaucoup de choses, et puis le docteur Bonnet tout à l'heure aussi a évoqué des choses. Peut-être revenir sur la question de la génétique qu'on méprise, parce qu'en fait, nous sommes tous notre génétique. Hein. Donc en fait, notre poids est déterminé à 70% par notre génétique. Donc voilà, comme la couleur des yeux, comme la couleur des cheveux, comme ce que vous voulez. Hein. Donc c'est important de le comprendre. Il faut savoir que quand vous avez des médecins qui parlent de l'obésité, enfin la capacité de stockage comme d'une compétence. Alors je sais que ça fait un peu bizarre sur le coup, mais c'en est une, parce que sans cette compétence, aucun de nous ne serait là aujourd'hui. On a ensemble, c'est qu'on ne serait pas né. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que tous les hommes des cavernes qui nous ont précédés et tous ceux ensuite aient cette compétence pour survivre à des périodes de famine, bien sûr. Et donc, voilà, le seul problème, c'est que les personnes qui vivent avec l'obésité, elles ont une compétence qui est totalement inadaptée au monde de surabondance dans lequel nous vivons. Voilà, c'est ça qui est très compliqué en fait à comprendre. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne tient pas toujours compte, que j'aimerais beaucoup souligner. Je voudrais souligner aussi, on l'a évoqué, on a parlé du sport, ce qui est important, l'équilibre alimentaire, c'est important. Mais il faut savoir qu'une personne qui rentre dans un système de régime restrictif et ou de sport intensif, soit elle continue ça jusqu'à ses 95 ans et demi, et elle va maintenir son poids effectivement. La minute où elle arrête, elle reprend du poids, elle a bien souligné, il est aussi de Torbinet. Donc il y a, pour les personnes qui vivent avec l'obésité, je ne parle pas des personnes qui ont un poids standard et une génétique en or, mais pour les autres, celles qui ont connu l'obésité, à partir du moment où on rentre dans quelque chose qui va être restrictif et contraignant, si on ne le maintient pas, on reprend du poids. Et ça vaut pour la chirurgie bariatrique, il faut savoir. Les personnes qui ont un bypass, elles ont une dérivation de leur système digestif. Donc ça peut maintenir plus longtemps. Mais il faut qu'elles mettent en place des systèmes. Et si certaines choses n'ont pas été dépistées au préalable, le docteur Bonnet a pas mis des chiffres tout à l'heure qui sont un peu effrayants, enfin j'espère qu'ils vous ont effrayé. 45% de personnes ont été identifiées comme ayant vécu des violences sexuelles. C'est quand même quelque chose dont on parle assez rarement. Enfin, moi, je suis en train de suivre le diplôme interuniversitaire de troubles du comportement alimentaire piloté par la fac de Montpellier, et j'entends quand même dire ouais, oh mais non, bon, peut-être 20%, 30%, ben non, il faut faire une étude, on ne dépiste pas ça suffisamment dans les hôpitaux et chez les médecins. C'est essentiel de comprendre. Si on propose une chirurgie bariatrique, pardonnez-moi de mettre des mots un peu difficiles là-dessus, mais à une personne qui a vécu un viol et qui a pris du poids, comme la nourriture ayant été pour elle un outil de survie, comme d'autres personnes peuvent faire appel à d'autres choses, et on fait maigrir cette personne, mais ça ne peut pas perdurer si on n'a pas pris en compte la violence de son vécu, si on n'a pas soigné la blessure psychique, on ne va pas pouvoir soigner le corps. On sait bien que c'est uni, le corps et l'âme, ça fonctionne ensemble. D'accord, le fameux esprit sain dans un corps sain, on peut bien sûr élargir à la notion de bien-être psychique, qui va jouer un rôle sur le bien-être physique. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas toujours prises en compte, et ce dont on ne tient pas compte non plus, qui est un facteur, qui est une comorbidité de l'obésité, et qui peut précéder parfois l'obésité, c'est la stigmatisation. On a beaucoup parlé de harcèlement scolaire notamment, mais pas que, il peut y avoir le harcèlement de rue, il peut y avoir plein de choses. Ça, c'est destructeur. La stigmatisation d'une personne qui est différente, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle est différente, je pense que je vois des personnes qui ont des cheveux de couleur rousse, donc je ne sais pas, mais peut-être que vous avez entendu des préjugés, il y en a à ce sujet. Quand on dit une blonde, ben on sait ce qu'on dit, et c'est absolument invraisemblable de dire des trucs pareils, parce que c'est basé sur quoi en fait? Sur les préjugés, mais ça peut être destructeur à force, en fait. Et donc s'agissant de l'obésité, vous êtes confronté à des problèmes d'emploi, vous êtes confronté à des problèmes de soins, où certaines maladies ne sont pas dépistées. Vous savez que les femmes qui vivent avec l'obésité ont 4 fois plus de risques d'avoir un cancer féminin. Donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas dépistées? Parce qu'elles sont victimes de stigmatisation. Elles n'osent plus aller chez le médecin. Elles n'osent plus, elles entendent des horreurs. Mais vraiment. Alors, j'en profite, tiens, vous parler d'un film qui s'appelle Perturbation au pluriel.fr pour aller voir. La vidéo est en accès gratuit, c'est une quinzaine de minutes.
Et c'est donc un événement, un jeune homme qui prend l'avion et tout ce qu'il entend. Évidemment, on a concentré tout ce qu'on peut entendre dans une vie. Si vous regardez ce film et que vous vous dites que c'est exagéré, eh bien, dites-vous que c'est en dessous de la réalité. En réalité, c'est en dessous de la réalité. C'est-à-dire ce que les gens entendent est plus violent que ce qui se passe dans ce film. Donc, je vous recommande vraiment de le voir, il est très très intéressant. Voilà. Mais donc, cette question de la stigmatisation, vraiment, est quelque chose de fondamental dans la prise en compte des personnes qui vivent avec l'obésité, et ça, c'est souvent passé sous silence. Oui, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à... Il y a quelques années, j'ai eu un gros souci médical, et donc je me suis décidée à aller voir une gynécologue. Quand je suis rentrée, elle m'a dit « Vous pesez combien ?» Je lui ai dit 150. Elle me dit, bon ben, je peux pas vous ausculter, vous êtes trop grosse, ma table, elle subira pas les 150 kilos. D'accord? Elle m'a dit, ben, ça fait 58 €. D'accord? Ben, je lui dis, vous m'avez pas ausculté. Elle me dit, bon, ben, vous avez besoin de faire une petite échographie au niveau des seins, comme ça, vous aurez payé 58 € pour avoir une ordonnance. Alors imaginez-vous que moi j'ai été voir ce gynécologue parce qu'à la base j'avais un gros problème et qu'on pensait que ça pouvait être un cancer. Et que pendant 2 ans, je me suis dit bah, je vais mourir parce que de toute façon je ne veux plus aller voir un gynécologue. Vous l'avez pas payé, j'espère? Bien sûr que si. Vous n'êtes pas obligé, non? Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas cherché, mais j'ai payé. Et je suis restée avec cette probabilité de me dire peut-être que j'ai un cancer et qu'il n'y a aucun gynécologue qui va pouvoir m'ausculter. Voilà. Je vois que madame ne comprend pas. Alors si on parlait de la culpabilité, si je comprends, sur la culpabilité, enfin sur pourquoi on paye. Mais par contre, parce qu'on se sent coupable. Ouais, je sais bien. Dans la situation similaire. On est coupable d'être grosse et on est coupable d'avoir besoin de voir quelqu'un. Ouais, je sais bien. Donc du coup, on paye. On paye et puis pendant ces 2 ans, je me suis dit, bah, si j'ai ce cancer, bah, je vais mourir. Et si je ne l'ai pas, bah, on verra bien si je l'ai ou pas. Et au bout de 2 ans, j'ai finalement trouvé un médecin à l'hôpital qui m'a dit, bon, il m'a dit, on va essayer de faire quelque chose. Donc, il m'a hospitalisée et il a réussi à me faire un frottis en me mettant comment on appelle ça en fait, l'anesthésie était une anesthésie au ballon. Donc, autant vous dire que j'ai pratiquement tout senti. Frottis, plus il avait fait un petit curetage. Et ben voilà, une personne en obésité, elle ne peut pas être endormie normalement. Ça veut dire qu'on a tous les risques et on n'a pas tellement de soins aujourd'hui où on peut vraiment nous aider dans les grosses pathologies. Il faut quand même dire que les mammographies, les centres maintenant de dépistage agréés pour les personnes obèses, parce qu'ils n'ont pas forcément tout le temps le matériel. Et dans la région, ça existe. De même que le scanner IRM, il existe des centres qui disposent de scanners IRM adaptés, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même une époque où on envoyait les gens à l'école vétérinaire. C'est de rien. Oui. C'est quand même très difficile. Alors, on comprend que le manque de matériel ait entraîné qu'il y avait besoin de cet examen et donc il fallait qu'il soit fait, quelles que soient les circonstances, mais c'est quand même assez douloureux de se dire qu'on passe à la place d'une vache. C'est symboliquement un peu compliqué quand même, objectivement. Heureusement, maintenant, il y a quand même beaucoup de centres qui s'équipent de plus en plus. Et du fait qu'il y a ces fameux CSO dont on vous a montré là la carte, centres spécialisés de l'obésité, bah, effectivement, ces centres-là s'équipent. Donc ça avance, heureusement. Alors à Montpellier, il y a un IRM qui ouvre deux après-midi par mois. Donc si vous avez une urgence, ben, il faut attendre 4-5 mois. Voilà. J'aimerais revenir sur la question de la culpabilité que j'ai évoquée tout à l'heure, Sonia, mais c'est vrai que c'est très important parce qu'on le rencontre dans tous les domaines, y compris, par exemple, on entend parler de procès de personnes qui ont été victimes de harcèlement dans le monde du travail, par exemple.
Et bien, pour les personnes qui vivent avec l'obésité, c'est très difficile parce qu'elles ne se battent pas. Et j'ai rencontré un jour un avocat qui m'a dit, ben voilà, j'ai une dame qui est très corpulente et tout ce qu'on ont trouvé lui reprocher, c'est qu'elle est lente. Donc j'ai demandé, en fait, tu es en train de me dire qu'elle ne court pas dans les couloirs, en fait, c'est ça, lente, parce que son cerveau, normalement, il marche comme celui de tout le monde. Il m'a dit oui. Et il est venu, est-ce que vous avez des jurisprudences, vous avez des choses sur quoi je puisse m'appuyer? J'ai dit, non, malheureusement, les personnes ne portent pas plainte, parce qu'elles se sentent coupables. Et elles sont coupables parce qu'on a toujours cette vision de l'obésité qui évolue, vous avez entendu Dr Bonnet. C'est pas du tout son genre, hein, heureusement, et il y en a d'autres comme lui. Mais voilà, la difficulté c'est ça, c'est tant qu'on pense que c'est la faute des gens, on ne met pas en place ce qu'il faut pour les soigner correctement. C'est en train de bouger, et la preuve, vous faites partie des gens qui font bouger les choses. Donc ça c'est vraiment extrêmement réconfortant. D'ailleurs, la Ligue a ouvert une ligne téléphonique pour qu'on puisse référer tout ça, parce que la honte peut-être, peu importe, faisait qu'on restait avec tous nos mots. On gardait nos mots pour nous, et la Ligue s'est dit, bon, on va ouvrir une ligne pour que par téléphone, ce soit plus facile. Voilà. Alors, du coup, une autre question. Donc, est-ce que vous pensez que l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, vous savez ce que c'est, Muriel, voilà, ou la pérédance, ont leur place dans le parcours de l'obésité? Ça permet de soutenir les personnes, c'est l'éducation thérapeutique du patient, et ça permet de soutenir les personnes qui souffrent, parce que on est en souffrance continue, du matin où on se lève au soir où on se couche. On est une souffrance debout. Donc c'est très important le TP. Et la pérédance, donc c'est la possibilité de personnes qui vivent avec la pathologie, qui sont formées, qui ont fait un travail sur elles avec un certain recul, pour ne pas plaquer leur propre expérience sur les autres. Et ça permet aux gens de s'identifier, en fait, de ne pas se sentir seuls, de pouvoir échanger avec des gens qui ont traversé des choses, et c'est vraiment précieux. C'est très difficile quand vous entendez dire, on commence à le dire maintenant, mais vous avez une maladie chronique. C'est chronique, ça veut dire que ça ne guérit pas, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et donc c'est difficile à entendre. Alors pour les personnes qui vivent avec l'obésité, c'est difficile à deux niveaux. Premièrement, ça veut dire que je vais toujours être malade. Et deuxièmement, ça veut dire que je perds le pouvoir sur moi. Parce que tant qu'on fait des régimes et qu'on prend du poids et que personne ne vous dit que ce n'est pas une bonne idée de faire ces régimes, on continue à en faire. Et donc on aggrave son état de santé, mais au moins on a l'idée que un jour j'arriverai enfin à faire le régime ultime qui permettra de guérir. Enfin, en tout cas de perdre mon poids et de retrouver une dimension classique. Et tout d'un coup, c'est coup de massue d'un non, ça ne sert à rien, ce que tu fais, c'est mettre dire arrête tout. Et donc c'est très très difficile à entendre. Très difficile. Et peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ne le partagent pas, mais qui vivent avec une autre maladie chronique. C'est difficile de vivre avec une maladie chronique. Parce que voilà, c'est tout, ça fait partie de nos vies et il faut gérer, il faut vivre avec. Voilà. Et quand en plus, ça joue un rôle sur l'apparence et qu'on est jugé pour ça, c'est compliqué. Donc oui, la pérédance, c'est précieux parce qu'on se sent entre pairs et on peut partager des choses. On sait que l'autre va comprendre en fait. Donc ça fait une différence, je pense, non négligeable. Et c'est pas une expérience que le soignant peut avoir, sauf s'il a la même pathologie évidemment, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes mondes en fait, et les mêmes niveaux de connaissances et d'expertise. En fait, ça se complète. ETP et pérédance, oui. Idéalement, c'est d'avoir les deux. Oui, oui. Parce que l'éducation thérapeutique, c'est de mettre en place des outils de travail pour la personne, pour qu'elle change un petit peu. C'est né avec le diabète il y a une centaine d'années, l'histoire de l'éducation thérapeutique. Et donc, on apprenait aux gens à faire plutôt d'insuline, etc. Donc là, c'est pareil, on apprend à prendre soin de soi. Je crois que le fond de la question, la grosse difficulté pour les personnes qui vivent l'obésité, c'est de prendre soin de soi. On va trouver beaucoup de personnes hyper empathiques qui vont se projeter sur les autres et qui ne vont pas toujours penser à elles-mêmes. Or, nous sommes notre meilleur ami, nous allons vivre avec nous-mêmes toute notre vie. On ne peut pas en jurer pour les autres, mais en tout cas, avec nous-mêmes, oui, c'est sûr. Hein. Et donc voilà, il faut vivre au mieux avec soi, faire la paix avec soi. Et c'est compliqué, mais on peut le faire quand on est bien soutenu, quand on a un bon programme de TP, quand on rencontre des pairs qui tiennent la main. Voilà. Ben, du coup,
ça va nous permettre d'enchaîner sur la question suivante. Donc, qu'est-ce que vous pensez des mouvements de personnes, d'individus pour qui l'obésité ce n'est pas une maladie, qui utilisent des termes péjoratifs, même très péjoratifs, pour qualifier les personnes victimes d'obésité, au traitement qu'elles leur réservent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution aussi par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans? Est-ce que vous trouvez qu'à l'étranger c'est différent? Enfin, ça change, c'est sûr que ça change lentement, ça change. Donc moi je vais retenir le fait que ça change, c'est sûr. Aujourd'hui on se mobilise dans les écoles. Enfin, je me souviens quand j'étais petite, on disait oh la petite grosse, la baleine, etc. Aujourd'hui, je pense que les enfants, ils sont durs entre eux. C'est très dur, et ils sont très très durs les enfants entre eux. Donc c'est bien que dans les écoles, il y ait une éducation par rapport à tout ça. Et c'est pas qu'une éducation, c'est expliquer aux enfants la maladie, c'est expliquer aux enfants que ça peut faire mal à la personne qui va l'entendre, c'est expliquer... Voilà. Donc il y a des choses qui changent, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent. Maintenant, pour celui qui souffre, ça ne change pas suffisamment vite. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de personnes qui sont dans le déni de la question de l'obésité-maladie. Et c'est un petit peu compliqué de les aider. Alors ce déni vient du fait que lorsque les personnes se sont construites en étant en obésité dès l'enfance, il y a, si vous voulez, le corps est vecteur d'identité, on le sait tous. Hein. Donc au point que les tatouages qui donnent l'idée qu'on appartient à un groupe, etc., ça c'est important, mais vous avez aussi, quand vous êtes depuis l'enfance en situation d'obésité et que vous l'avez vécu bien ou mal selon votre famille, si votre famille est en situation d'obésité, c'est très bien, on est tous pareils, mais quoi qu'il arrive, si on a été relativement stigmatisé dans sa propre famille, à ce moment-là on va essayer de retrouver un groupe pour se sentir bien. Et là, il va y avoir un phénomène qu'on retrouve dans plein de choses. Il faut se rappeler que c'est la stigmatisation et la discrimination qui fabriquent le ghetto. Sinon, il n'y aurait jamais de ghetto, ça n'existerait pas. Parce qu'on ne se sentirait pas différent des autres. Mais à partir du moment où on fait sentir que vous n'êtes pas pareil, forcément, vous avez besoin de retrouver des gens pareils pour vous sentir bien. Et donc, le problème, c'est que ça va cristalliser, en fait, les choses. Et que, pour ces personnes, accepter l'idée que l'obésité est une maladie, non, c'est pas possible, en fait. C'est uniquement des discours discriminatoires qui ont pour objectif de réduire les gens. Et souvent, on va trouver dans ces réactions de déni des personnes qui vivent d'autres stigmatisations. On parle d'intersectionnalité de la discrimination, j'ai du mal à prononcer cette expression, mais des personnes, par exemple transgenres, des personnes avec d'autres origines ethniques, et quand ces personnes cumulent, bien ça fait beaucoup en fait. Et donc, elles ont tendance à durcir leur position par rapport à cette question de la santé. Je pense qu'il faut fondamentalement séparer la dimension de la santé de la dimension sociétale. Ce sont deux notions différentes qui n'ont pas besoin de l'une sur l'autre. Donc il y a ça qui est important. J'ai noté quelque chose, j'ai perdu mon papier. Heureusement, Cyrina est là, sinon je ne sais pas ce que je ferais. Donc ça, je voulais dire ça, c'est vraiment très important. Et il faut que vous sachiez aussi que le poids peut jouer un rôle dans la construction d'un couple parce que vous avez des personnes qui aiment les personnes corpulentes. Et si jamais on touche à ça, donc du coup ça crée une identité de couple, une relation de couple particulière. Et si jamais on touche à ça, c'est-à-dire que si par exemple il y en a un des deux qui fait une chirurgie bariatrique qui perd du poids et que l'autre reste comme il est avec sa problématique à lui ou elle, eh bien ça va créer un décalage dans la relation. Vous avez peut-être entendu parler de ces mouvements de fat admirers, en français les personnes qui aiment les personnes corpulentes. C'est un mouvement américain mais il existe en Europe. Et donc là, ça peut être carrément la relation qui explose en fait. Donc tout ça est compliqué quand on est en face de soi. Donc le Dr Bonnet a dit, cette dame se trouvait jolie, mais elle venait pour faire une PMA. Donc voilà, on a notre vision, nos préjugés, l'envie de soigner, mais la personne en face n'est pas forcément dans cette ligne-là en fait. Donc ça peut être assez compliqué. Donc il faut savoir que ces mouvements existent de déni, et ils sont assez violents, et ils stigmatisent les personnes qui perdent du poids, parce qu'ils estiment qu'ils trahissent le groupe. Hein. Donc du coup, la personne va avoir un conflit de loyauté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que pour ma santé, on me dit que je dois perdre du poids, patati patata, je le fais pas, parce que sinon je vais me faire jeter par le groupe ou par ma famille, je ne vais plus être
Voilà, c'est très compliqué donc. Hein. Et tout ça, et c'est important de bien le comprendre pour aider au mieux les personnes que vous recevez. Et juridiquement, dans le cadre de la santé, on en est où? L'obésité est une maladie Oui, active chronique. ou pas? Chronique, oui, chronique. Parce qu'il y a La encore HS, les nouvelles recommandations, le disent, hein, les nouvelles recommandations de la HS sont claires là-dessus. Hein. Simplement, la difficulté, c'est que tous les programmes ne sont pas encore mis en place. On parle de l'activité physique adaptée, c'est pas pris en charge, par exemple. Les consultations d'esthétique ne sont pas prises en charge, sauf si certaines mutuelles le font. Mon parcours psy, c'est 8 séances. Toutefois, on a besoin d'un peu plus. Donc oui, voilà, ça avance. En fait, il faut toujours avoir la moitié pleine du verre, même quand il reste une demi-goutte. D'ailleurs, je voulais vous dire, souvent on dit une personne obèse, c'est quelqu'un qui est sédentaire, qui ne bouge pas. Eh bien, moi, je fais 9 heures de sport par semaine. Donc, je dis bien 9 heures de sport par semaine. Et ça ne m'empêche pas d'avoir de l'obésité. Ça ne m'empêche pas... on a fait des tests, etc. Au niveau... Enfin, les repas paraissent être équilibrés. Donc, voilà. C'est vraiment génétique. Et bon, jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui va m'aider, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Oui, la difficulté, c'est que dans la leptine et la gréline, comme disait l'enseignant APA tout à l'heure, dans ce tango, ensemble, dans le tissu adipeux, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est ça la difficulté. On est en train de travailler sur la possibilité de remettre ça en route, mais on n'a pas les réponses aujourd'hui. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des messages publics? Il y a beaucoup de messages publics qui passent à la télé, à la radio, sur les affiches, manger bouché, 5 fruits et légumes par jour, éviter de manger gras et salé, enfin, on nous le rabâche toute la journée. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est efficace dans la vie? Qu'est-ce que ça aide? Ils n'existaient pas il y a à peu près 20 ans, ces messages. Aujourd'hui, ils sont là, n'importe quel magazine en lourd, on tombe dessus en dessous d'un paquet de chips. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me méfie toujours de tous ces messages parce que on reste sur du stéréotype et c'est dangereux. On ouvre les livres régime. On sait le mal que ça fait aux gens. L'apologie de la beauté de la femme. Les femmes, elles sont toutes belles. Il n'y a pas de belle femme parce qu'elle est mince, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est si. Enfin, voilà, donc... Maintenant, ça n'a jamais fait de mal à personne de manger 5 fruits et légumes, ça n'a jamais fait de mal de faire du sport, ça n'a jamais fait... Donc, tant que ça ne fait pas de mal, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas se baser que par ça. Il faut aller voir les médecins, il faut aller voir... Voilà, ça, je pense que c'est... Il faut faire attention, voilà. Et j'aimerais ajouter que ces fameux messages publics qui partent d'un bon sentiment, d'une bonne intention, c'est indiscutable, hein, c'est pas un sujet, mais ça fabrique ce qu'on appelle de l'injonction paradoxale. Vous connaissez le principe de l'injonction paradoxale? C'est l'affiche sur laquelle il est écrit « Il est interdit de lire cette affiche ». Oui, mais je dois la lire pour savoir que c'est interdit. Donc là, ça commence à mal aller. Donc, la difficulté, c'est que quand vous avez... Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'étais à Colmar l'année dernière pour la journée de l'obésité. Et j'ai trouvé dans les publicités Intermarché, pour ne pas les nommer, la publicité pour le choucroute bio. Et en dessous, il y avait écrit « Ne pas manger trop gras, trop salé ». Vous trouvez ça cohérent, vous? Soit je mange la choucroute, soit j'en mange pas, mais quoi qu'il arrive, s'il y a écrit trop gras, il ne faut pas manger trop gras, trop salé, comment je fais si j'ai envie de manger une choucroute? Ça ne va pas. Il y avait aussi une publicité, pareil, pour les... Vous avez vu sûrement à la télévision, il n'y a pas très longtemps, c'était dans un tribunal d'ailleurs, a envoyé 2 avocates qui s'envoyaient des petites boules de Malteser, c'était assez rigolo, et ne pas manger trop sucré, trop gras, mais voilà, ça c'est pas très très logique en fait, et c'est très gênant parce que ça brouille complètement les messages dans le cerveau des gens. Et la meilleure quand même, c'est quand vous avez une publicité, toujours dans le même document, où vous voyez des fruits et légumes, et en dessous il y a écrit « Manger 5 fruits et légumes ». Oui d'accord, mais alors, comme c'est en général, on sait que ce discours va contre la publicité, du coup on ne comprend plus, alors tout d'un coup ils sont pour. Enfin, voilà, c'est très compliqué, donc pour moi ça c'est facteur d'injonction paradoxale, et donc c'est contre-productif. Et l'autre chose, ça fabrique de l'orthorexie. C'est-à-dire, ah, il est 18h47 ou 22h33 et je n'ai pas mangé mes 5 fruits et légumes, donc je vais les manger. Sauf que, évidemment, j'ai quand même mangé avant. Donc, du coup, c'est ces fruits et légumes en plus qui vont créer du surpoids. Et non pas, peut-être, la demi-choucroute que j'ai mangée ou le morceau de saucisson, je me suis fait plaisir.
voilà, la dimension hédonique est vraiment essentielle dans l'alimentation, vous le savez bien, hein, mieux que moi encore probablement. Donc voilà, c'est très compliqué, tous ces messages publics. Et honnêtement, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur revenir sur ces sensations personnelles, on parlait de pleine conscience. Moi, je vous donne un sens tout bête, hein, c'est juste apprécier ce qui se passe. Donc, pour l'instant, ma pleine conscience, c'est que je suis en train de partager avec vous tous, et c'est un moment intéressant. Voilà. Ben, je crois que c'est tout simple, hein, c'est juste ça. Donc pour l'alimentation, c'est pareil. C'est bon, ça a bon goût, j'adore ça. J'en reprends, j'écoute, tranquille, je mâcher, ça c'est une clé hein, merveilleuse. Peut-être vous avez entendu parler de la fameuse fourchette slow control d'un monsieur qui est quand même l'arrière-petit-fils du concours Lépine. Hein. C'est quand même assez chouette de le rencontrer, il est génial. Hein. C'est vraiment, l'entendre parler, c'est un vrai bonheur. Et donc l'idée, c'est de recréer des réflexes de satiété à travers un petit système qui vous dit « Ah non, t'as apporté ta fourchette trop vite à la bouche la deuxième fois ». Et après, les gens remettent en place des choses. Voilà, on est prêt à faire plein d'efforts quand c'est pertinent, en fait. Donc voilà, je crois que c'est assez important. Je voudrais profiter de ce que j'ai un temps de parole, dont je vous remercie, d'ailleurs, pour vous parler d'un guide qui est sorti, si vous êtes amené à rencontrer des personnes qui font une chirurgie bariatrique, c'est un truc assez bien fichu, ça a été fait par un patient, mais ce n'est pas son expérience à lui, c'est la collection d'un nombre important de témoignages. Et l'idée, c'est de préparer les gens qui vont faire une chirurgie, ça va loin, parce que c'est aussi bien de montrer des photos de cicatrices de chirurgie pour voir à quoi ça ressemble, à quoi va ressembler votre chirurgien quand il va avoir son masque et sa blouse, etc., que une assiette standard, qu'est-ce que c'est? Pas de panique, ça peut être ça, ou ça, ou ça, ou ça. Le petit doggy bag quand vous allez au restaurant, il ne faut pas vous empêcher de sortir. C'est vraiment un outil de survie formidable, je vous le signale. Si vous avez besoin des coordonnées, par mon contact, je peux vous les donner, mais c'est vraiment un très très bel outil, et je connais, j'ai aidé dans la relecture la personne qui a écrit ce bouquin, donc c'est la bonne qualité, et c'est vraiment aidant, parce que c'est quand même, il faut bien... On a déjà entendu des réflexions du genre la chirurgie bariatrique, une solution de facilité, c'est pas entendable. Ça ne peut pas être une solution de facilité, c'est violent. C'est une mutilation, soyons clairs, quelles que soient les bonnes raisons pour lesquelles on la pratique. Et derrière, c'est un parcours compliqué. Donc je crois pas, on peut vraiment pas parler de solution de facilité, mais ça peut rassurer des gens, mais ça peut rassurer aussi bien des soignants que des patients. Hein. Donc voilà, je voulais juste en profiter pour vous en parler, parce que c'est un bon outil. On va aborder la dernière question, donc c'est autour du body positive. Vous avez certainement entendu parler sur les réseaux sociaux, ou l'info, enfin c'est très actuel. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Marianne? En fait, à partir du moment où je vais rentrer dans un détail personnel, vraiment personnel. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps encore, je n'osais pas aller dans une piscine, je n'osais pas me mettre en pantalon, je n'osais pas... Enfin, j'étais tout le temps habillée en large. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne sur l'estime de soi. Et puis je me suis dit, pourquoi je me priverais moi d'aller en piscine? Je veux dire, j'ai rendu mes enfants malheureux parce qu'ils n'ont pas eu le bonheur d'aller en piscine avec leur mère. Ils n'ont pas eu le bonheur de me voir à leur fête d'école parce que je ne voulais pas montrer que leur maman était obèse. Et je me suis dit, en fait, je me suis privée de plein de choses. Et je les ai privés de plein de choses parce que les autres me regardaient. Et je me suis dit, mais après tout, je m'en moque du regard des autres. Et là, il y a un mois, je suis passée sur France 3, en maillot de bain, dans une piscine, devant tout le monde, avec mon numéro de téléphone. Et j'ai eu plein de messages en me disant, bravo, tu es courageuse, tu es passée d'une étape où tu voulais que tu étais enfermée chez toi, tu voulais personne te regarde, et aujourd'hui tu es sur un format télévisé et tout le monde te voit dans une piscine en maillot de bain. Et ben voilà, c'est ma vie. Merci. Béatrix, vous voulez rajouter quelque chose? Je crois que de même que on parlait du corps vecteur d'identité, c'est aussi notre maison.
c'est avec notre corps que nous sommes vivants, que nous sommes en contact avec le monde, que nous éprouvons des émotions, ça passe aussi à travers le corps. Et donc, il faut en prendre soin, c'est certain, mais je ne crois pas qu'il y ait de modèle universel de beauté humaine. On le voit bien à travers les âges, on le voit à travers les ethnies. Il y a vraiment énormément de place. La vraie question, c'est celle du jugement de valeur que nous faisons sur le corps de l'autre. Et c'est ça qui est un problème. Le reste, ça n'en est pas, à part la question de la santé, mais ça nous appartient à chacun d'entre nous, je crois. Et il faut savoir que l'obésité, je ne vais pas dire la seule, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est une maladie dans le cadre de laquelle tout le monde s'autorise à avoir un jugement sur l'autre. C'est insupportable. Tout le monde vient vous dire comment vous devriez faire, etc. C'est juste invivable. Et je me citerai une petite anecdote, il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez peut-être Marianne James, qui participe à des télécrochets dans la musique. Et elle a témoigné il n'y a pas très longtemps du fait qu'elle était à son supermarché, elle faisait des courses, et elle était devant le rayon frais. Et il y a un type qui a dit « pour vous, hein, les yaourts à 0%, c'est là ». Donc sur le coup, elle n'a rien dit, parce qu'elle était quand même un peu interloquée, elle ne s'attendait pas à ça. Et quand elle s'est retrouvée à la caisse, et elle a vu le type à côté, elle s'est vengée sauvagement. Elle a dit « Ah non, la caisse pour les cons, c'est là ». Elle a eu le dernier mot, elle avait l'aplomb. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas son aplomb, et tout le monde ne peut pas se défendre de la même manière. Donc voilà, je crois que tout le monde a une place, et il n'appartient pas de juger, de faire des remarques. Parce que sinon, je vous garantis que tout le monde est expert en médecine. Hein. Quand vous entendez les commentaires, tu devrais, il y a qu'à, il faut pas. Mais lâchez-nous. Voilà, il y a des professionnels pour ça, c'est vrai. Là, vous faites partie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Elles sont les bienvenues. Je voulais savoir, Muriel, pendant votre parcours dans la lutte contre l'obésité, en fait, est-ce qu'on vous a parlé de la notion de plaisir alimentaire? Alors, j'ai aucun plaisir à l'alimentation. Je ne sais pas quand j'ai faim et je ne sais pas quand j'ai plus faim. Et j'ai aucun plaisir. C'est même pas moi qui cuisine. J'ai une auxiliaire de vie qui me fait mes repas. Et j'ai un plateau et je mange ce qu'on m'a mis dans mon assiette. Et pour vous, c'est quelque chose qui a apparu dès le début, ou je veux dire, c'est à force de tous ces régimes et c'est quelque chose qui s'est construit, quoi. À force de tous ces régimes, aujourd'hui, j'ai vraiment, enfin, l'alimentation pour moi représente un interdit en fait. Quel que soit ce que je vais manger, même si je vais manger des haricots verts, pour moi, c'est kilo. Donc en fait, j'ai aucun plaisir avec la nourriture, j'ai pas de plaisir avec la nourriture. Et ces notions de, enfin, tous ces régimes, c'est des choses qui ont été influencées par les médias, par les magazines, les médecins déjà, à la base. Des médecins à la base. J'ai été dans des dispensaires depuis l'âge de 3 ans. Donc depuis l'âge de 3 ans, je suis régime. J'ai même été faire pendant 18 mois l'école des oiseaux à Sanary, qui aujourd'hui est fermée. Et pendant 18 mois, je me suis coupée complètement de ma famille. Ah oui, j'avais tout perdu. Sauf que la famille n'ayant pas été là, ma mère a refait les plats derrière et j'ai tout repris. Merci. D'autres questions? Bonjour. Non, j'avais une question concernant du coup le fait de porter votre poids à longueur de journée, à longueur de temps. J'imagine que ça doit causer aussi des soucis au niveau du dos. Et du coup, est-ce que tout ça c'est pris en charge? Est-ce que vous devez vous faire suivre aussi par un kiné ou quoi? Comment ça se passe au quotidien par rapport justement au maintien de votre poids? Alors, d'où les 3 heures de sport par jour. Je fais 1 heure de marche et 2 heures d'aqua fitness. Donc pourquoi l'eau? Parce que pour moi c'est plus facile de courir dans l'eau que de courir sur une plateforme ou ailleurs. Donc je fais 2 heures de balnéo pour faire tout ce que je peux en cardio dans l'eau et plus souple dehors. Voilà, kiné oui 3 fois par semaine, pris en charge. En dehors de ça,
Voilà, ma banque m'appelle tous les jours parce que je suis dans le rouge, parce que je dois payer tout. Ok. Merci. Voilà. Désolé. Quelqu'un d'autre? Oui. Du coup, ouais, pour ma part, je ne connais pas du coup l'école des oiseaux, si vous pouvez nous en dire plus. Bien sûr. Alors, l'école des oiseaux, ça a été fait par une personne qui avait lui-même souffert d'obésité étant jeune. Et donc, on rentrait par le biais d'une prise en charge. Mais pendant les 3 premiers mois, on était coupé totalement de la famille. Donc, on rentrait là-bas, on avait l'école, on vivait en internat, mais coupé pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on commençait à voir nos parents une fois tous les 2 mois. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est que, étant coupé de la famille, il aurait fallu qu'il y ait un suivi psychologique, ce qu'il n'y a pas eu. Et il y aurait dû aussi avoir la maman qui apprenne à faire les plats, à nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Parce que nous, en tant qu'enfants, c'est pas nous qui allons cuisiner à la maison. Et donc la majorité des personnes qui étaient là-bas, on s'est vu mais tous perdre du poids pendant tout notre séjour là-bas. Et quand on se revoyait, comme dans la chanson de Patrick Bruel, 10 ans plus tard, eh ben on avait tous repris. Ok. Moi, Une j'avais question? une question justement par rapport à, c'est peut-être trop indiscret comme question, par rapport à la transmission vis-à-vis de vos enfants et comment ça s'est passé ce lien-là. Ça, c'est la question qui tue. Ouais, c'est pour ça que, désolée si c'est trop... Alors, j'ai 2 filles et un garçon. Bon, j'ai la chance d'avoir un garçon qui n'a aucun problème de poids, mais qui malgré tout se surveille énormément. Et j'ai mes 2 filles qui, elles, ont pris mes gènes. Et du coup, j'ai eu tout. Maman, tu m'aimes pas parce que tu es toujours sur moi. Donc moi, j'essayais simplement de faire en sorte que elle n'atteigne pas mes problèmes actuels. Je voulais juste faire en sorte qu'elle comprenne que c'est compliqué de vivre avec ce poids. Et elle le voyait sur maman, tu m'interdis ça, maman, tu m'interdis ça. Donc on a vraiment eu de gros conflits. Et donc une de mes filles, où on a coupé les ponts, ça fait 16 ans, parce qu'elle n'a pas compris ma souffrance. Et elle, la seule chose qu'elle voyait, c'est tu nous laisses pas vivre, tu nous supprimes tout. Voilà. Donc c'est très conflictuel les rapports qu'on peut avoir, parce que sûrement que je me suis mal exprimée aussi. Peut-être que j'ai mal fait passer l'info. Mais en tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, mes 2 filles ont des problèmes de poids aussi. Et mon petit-fils maintenant qui a 13 ans, est pareil, qui a des problèmes de poids. Voilà. Une autre question?